dans la vie, je pense quand même que la majorité des cas, quand on voit quelqu'un qui s'éclate ou qui réussit, c'est qu'il a travaillé et on ne voit pas forcément le travail toujours qu'il y a derrière. Moi, j'ai énormément travaillé. C'est par le travail que je suis arrivée à faire ce que j'aimais. Et des difficultés, on en a tous. Ouais. Alors là, si je regarde toutes les jeunes filles qui sont dans la salle, vous inquiétez pas, en fait, parce que ce qui va faire que peut-être ça va être différent d'une personne à l'autre, ça va être votre capacité à vous relever des défis, des échecs dans la vie, parce qu'il y en a pour tout le monde. Chaque fois que j'ai eu une épreuve à franchir, avec le temps, je me suis aperçue que ça m'avait rendue plus forte et que ça permet de franchir les suivants plus facilement. Bonjour à tous et à toutes. Et voilà, nous y sommes. Je suis très heureuse de partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, le dernier épisode inédit de cette 2e saison. Une saison riche en rencontres et en discussions, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à la produire. On finit en beauté avec un épisode enregistré en public. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez les détails en écoutant la suite. Je précise juste que, comme je vous l'avais mentionné dans l'épisode précédent, on poursuit notre découverte du monde de la recherche en entreprise et avec une invitée de marque. Un petit indice sur son domaine, sa carte blanche sera dédiée aux objets connectés, un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, ces gadgets ayant souvent pris beaucoup de place dans nos vies. Plusieurs surprises vous attendent au détour de cet épisode, dont la participation de jeunes chroniqueuses pétillantes et le pitch d'une BD par son autrice. Mais j'arrête là les spoils et vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Donc bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez et bonjour à vous mesdemoiselles dans l'audience. Vous pouvez vous faire entendre si vous voulez. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, auditeurs et auditrices, parce que j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode en public, à Lille, devant 20 lycéennes, lors du stage Les Fourmis, qui est un stage qui a été organisé par Mohamed Nassiri, professeur de mathématiques au lycée d'excellence Edgar Morin à Douai. Donc avant qu'on démarre l'émission et que je vous dévoile l'invité du jour, Mohamed, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais brièvement expliquer aux auditeurs et auditrices le principe d'un tel stage ? Bonjour à toutes et à tous aussi. Donc, le principe d'un tel stage, donc c'est les fourmis, effectivement. C'est un stage de mathématiques et d'informatique, donc pour 20 lycéennes, effectivement aussi. Et le matin, elles font ce qu'on appelle des problèmes ouverts. Donc, elles sont encadrées par des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses et doctorants-doctorantes. Et elles réfléchissent sur ce problème ouvert du lundi au vendredi. Le vendredi après-midi, elles font une restitution de ce problème ouvert devant un public et les après-midi sont réservés pour des activités, on va dire, sportives, culturelles. Elles ont pour l'instant été à l'escalade, elles ont fait de l'escalade, de l'opéra. Là aujourd'hui, elles enregistrent une émission de podcast et il y a vraiment plein d'interventions durant toute cette semaine. Et le but de ce genre de stage, c'est de faire des actions, on va dire, en non-mixité avec que des filles. Et c'est pour lutter contre les inégalités de genre en mathématiques et en informatique et de faire en sorte qu'il y ait plus de filles et de femmes dans ces disciplines parce que justement on en a de moins en moins malheureusement et il se trouve que ça ne va pas en s'arrangeant quand on regarde les dernières statistiques. Voilà. C'est vrai, mais ce type d'initiative, comme tu le dis, heureusement que ça existe parce qu'on espère que ça va pouvoir faire changer la tendance. Merci beaucoup pour cette explication, Mohamed, et merci pour l'organisation de ce stage. J'imagine que vous toutes, vous êtes ravies. C'est mérité. Donc, je tiens à préciser qu'il existe d'ailleurs de plus en plus d'initiatives de ce genre dans toute la France. Donc, il y a les Cigales à Marseille, qui est d'ailleurs le stage fondateur. Je vous en redirai un mot à la fin dans mes recommandations. Il y a les Cigognes à Strasbourg, les Mouettes Savantes à Pimpon en Bretagne, etc., etc. Donc, si vous connaissez, vous, auditeurs et auditrices, des jeunes filles potentiellement intéressées, n'hésitez pas à regarder s'il y a des initiatives de ce genre dans votre région. Et je mettrai les liens vers celles qui existent et que je viens de mentionner dans la description de l'épisode. Donc, comme mentionné par Mohamed, chaque jour, des activités différentes. Cet après-midi, donc, c'est l'enregistrement d'un podcast en compagnie de nos jeunes fourmis. La seconde partie de leur après-midi sera constituée d'un échange avec Camille Van Belle, journaliste, dessinatrice et autrice de la BD Les Oubliés de la Science. Donc, nous aurons d'ailleurs la chance, elle a accepté de nous dire un mot en fin d'épisode. Mais avant tout, il est temps
tant de suspense de vous dévoiler mon invité d'aujourd'hui. Donc, quand Mohamed m'a proposé d'enregistrer l'épisode devant vous, mesdemoiselles, j'ai tout de suite pensé à elle. C'était vraiment mon premier choix. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Lequin, Head of Data chez Essilor-Luxottica, une multinationale spécialisée dans l'optique et la lunetterie et qui développe entre autres des lunettes connectées. Hello, c'est la Nathalie du montage. Petite précision, c'était effectivement le poste d'Aurélie au moment où on a enregistré cet épisode en avril 2024. Depuis, elle est passée directrice data et intelligence artificielle chez Elle Acoustique. Il s'agit d'une entreprise leaduse mondiale dans le domaine de la sonorisation professionnelle. Voilà, cette clarification étant faite, je vous laisse reprendre l'épisode. Bonne écoute. Donc, comment est-ce que je la connais ? J'ai le plaisir d'avoir rencontré Aurélie lors de l'inauguration de l'exposition Mathématiques informatiques avec elle, de l'association Femmes et Maths, à laquelle nous avons toutes les deux la chance de participer. Et donc, comme je disais, j'ai tout de suite pensé à elle pour de nombreuses raisons. Et l'une d'elles est que vous avez eu, mesdemoiselles, la possibilité d'échanger avec pas mal de chercheurs et chercheuses dans l'académique, là, durant votre stage, comme moi, qui fait partie du monde académique. Mais quand on fait des maths, ce ne sont pas les seuls débouchés possibles. Et on peut faire des sciences, on peut travailler également, par exemple, en entreprise pour faire de la R&D, Research and Development. Donc, essentiellement, faire de la recherche, mais au sein d'une entreprise. Donc, c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup Aurélie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. Je suis extrêmement ravie d'être là avec vous toutes aujourd'hui. Voilà, je tenais à participer quand Nathalie m'a proposé parce que voilà, c'est un sujet qui me tient également à cœur. Quand Véronique Chauveau, qui est la personne qui nous a contactés pour participer donc à cette exposition, m'a contactée, c'était il y a 5 ans, elle m'a dit: Aurélie, je souhaite des rôles modèles accessibles. D'accord, Véronique. J'ai dit, mais l'exposition, elle va aller où ? Dans les universités. J'ai dit, mais non, pas possible. Dans les universités, elles sont déjà dans les universités. Pourquoi les filles, elles arrêteraient de faire des maths en université ? Elle me dit, mais parce qu'en fait, il y a un problème de représentation. Elles ne voient pas de femmes autour d'elles et il y a des filles qui lâchent l'université en sciences parce qu'elles ne voient pas autour d'elles de femmes et elles se disent bon non, c'est pas un milieu qui est fait pour moi. Voilà, ça m'a choquée. Je savais qu'il y avait un problème qui existait de représentation, de stéréotypes, mais je pensais que c'était vraiment, disons, une fois qu'on est au lycée, je pensais que c'était bon, quoi. Je pensais que là, vous êtes toutes intéressées par les maths, donc en fait, pour moi, c'était une évidence qu'ensuite vous feriez des maths. Et pas forcément, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour que toutes celles qui aiment les maths dans la salle, et vous êtes toutes les 20 intéressées et motivées, vous poursuiviez dans des carrières scientifiques pour vous dire que on peut s'y éclater. Voilà. Absolument, je n'aurais pas dit mieux, merci beaucoup. Donc, mesdemoiselles, comment va se découper l'émission d'aujourd'hui ? Dans une première partie, on va revenir sur le parcours d'Aurélie, donc du lycée à son doctorat. Dans une seconde partie, elle nous parlera de son métier actuel. Et on terminera donc avec sa carte blanche où elle nous parlera du sujet de son choix. Donc, on démarre, on revient sur ton parcours. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours général du lycée au doctorat et on reviendra sur quelques points spécifiques par la suite. Ok. Donc, j'ai fait un lycée en Franche-Comté, à Vesoul. À l'époque, donc, j'avais pris, parce que visiblement, vous n'avez plus à choisir toutes ces options, mais un baccalauréat scientifique. Donc, c'était des heures de mathématiques supplémentaires. Option baccalauréat européen. Ça veut dire que j'avais mes cours d'allemand, mes cours de physique en allemand. Peut-être vous avez ça aussi. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire, donc le lycée Victor Hugo à Besançon. J'ai toujours fait mes choix en me disant, voilà, je veux laisser le plus de portes ouvertes. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Donc, pour moi, la classe prépa, c'était une évidence parce que j'aimais les sciences et que je voulais pas me fermer de porte. Donc, ensuite, je suis allée en classe prépa. Après la classe prépa, j'ai fait donc une école d'ingénieur qui s'appelle Mathméca à Bordeaux. Et de l'école d'ingénieur, ensuite, j'ai fait une thèse au commissariat énergie atomique. Mais je crois que je vais ensuite vous présenter en détail le sujet. Et puis ensuite, j'ai intégré donc Essilor-Luxottica. Et ensuite, on en reparlera tout à l'heure, mais je me suis formée encore en cours du soir à une autre formation. Mais voilà, je vous en parle juste après. Ok, très bien. Donc, on a le panorama un petit peu de ton parcours. Donc, tu nous as dit que tu as fait le choix de faire un bac scientifique avec donc l'option mathématique à l'époque.
Quel était ton rapport à cette matière ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu aimais ? Est-ce qu'il y avait un aspect ludique ? Est-ce que tu étais douée dedans ? Oh oui. En fait, depuis que j'étais petite, mes parents me disaient toujours, petite, en fait, ça les amusait et ça amusait tout le monde. On me donnait des puzzles, je les faisais très très vite. Et j'ai toujours eu un rapport avec les sciences qui étaient un jeu. Et donc, en fait, pour moi, c'était un jeu d'aller en cours. C'était un jeu de... Je faisais... une anecdote, c'est que je faisais tous les exercices de maths du livre le soir en rentrant parce que voilà, je m'amusais. Je sais que voilà, ça peut faire. Certaines filles me disent non, je vois pas ça comme un jeu, mais en fait, plus vous verrez ça comme un jeu, et plus finalement vous allez prendre de plaisir. Oui, il y a un autre aspect aussi que j'aime bien dire, une comparaison, c'est avec le piano. C'est le piano, quand on s'y met au début, il y a un aspect un peu aïe, c'est dur, aïe, il faut travailler. Mais plus on s'y prête, plus on apprécie en jouer. Les maths, c'est pareil, en fait. Et donc, plus on en fait, plus on aime, plus on joue. Et donc, faut pas hésiter à faire plus. Enfin, voilà, moi, c'est en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Faut pas hésiter, finalement, à en faire plus que ce qu'on vous demande pour commencer à vous amuser avec. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect qu'il faut un peu plus mettre en avant. Je suis d'accord, l'aspect ludique. C'est pas l'image qui est nécessairement tout de suite accolée aux maths. Souvent, ça y a ce côté un petit peu austère, rigueur. Ouais. Alors que c'est très rigolo. Absolument. Ok, très bien. Et donc, tu nous as dit que tu as choisi d'aller en prépa, donc MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Exactement. Donc, en fait, c'est dominante mathématique, mais on fait aussi de la physique, des sciences de l'ingénieur. Il y a aussi des langues et de la philo. Pour toi, c'était évident que ta préférence allait vers les maths parce que ça reste non, encore... c'était une certitude. Ouais, moi, c'était depuis petite, je savais pas ce que je voulais faire. Je sais que c'est peut-être ta question d'après, mais ma petite sœur, en fait, j'aime bien dire qu'elle est sortie du ventre de ma maman. Elle a dit, je vais faire veto. Mais c'est presque ça, vraiment sans exagérer, quoi. Et moi, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Mais par contre, il y avait une certitude, c'était que j'adorais les maths et que chaque fois que j'ai fait un choix, je me suis dit, je veux me laisser le plus de portes ouvertes. Parce que des choix, on a à en faire beaucoup. Hein. Vous avez tout le temps à faire des choix et puis ça ne s'arrêtera pas. En fait, vous aurez toujours à faire des choix. Et il fallait un critère pour faire des choix. Et moi, mon critère, ça a été de me dire, je veux me fermer aucune porte. Et c'est comme ça que j'ai finalement systématiquement choisi, parmi les opportunités, choisi finalement laquelle j'allais saisir. Ok. Et j'imagine donc c'est comme ça aussi que tu as choisi d'aller dans ton école d'ingénieur. Exactement. Parce que tu avais plusieurs possibilités. Quand on va en classe prépa, à la fin, il y a soit on intègre des écoles d'ingénieurs, soit on intègre des grandes écoles type ENS, Polytechnique, etc. Soit certains même font le choix de retourner à la fac. Il y a vraiment plein de parcours possibles selon ce que vous avez envie de faire, comment ça s'est passé pour vous, etc. Toi, tu as choisi de continuer et d'intégrer une école d'ingé, donc. Oui. En fait, pour moi, à l'époque, c'était la seule qui... évidemment, il y a ENS qui fait des maths, mais c'était la seule qui proposait vraiment cet approfondissement des mathématiques, mais en version appliquée. C'est-à-dire que l'objectif de MathMéca, c'est une école de modélisation numérique. On prend un problème physique et en fait, on va modéliser mathématiquement et numériquement le problème. Donc, par exemple, on a travaillé sur les équations de Navier-Stokes pour les écoulements fluides. On a travaillé sur la combustion. On a travaillé sur comment modéliser le trafic routier avec des équations de Burger. Il y avait un problème physique, et puis il fallait la compréhension de ce problème physique, la traduction en une équation ou en une simulation numérique. On a aussi des outils pour, par exemple, modéliser les forces qu'on peut retrouver dans des structures comme dans des églises, etc. Et donc donc je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir comprendre. Et il y a une notion aussi, c'est qu'à partir du moment où on est capable de mettre une équation, évidemment, on est capable de prédire. Et donc ça, je trouvais hyper intéressant. Enfin, je pense que vous le voyez toutes, si on a l'équation, on change les paramètres et on dit, demain, si je change ce paramètre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la réponse. Hein. C'est un peu le fonctionnement, vous avez des simulations, des prédictions météorologiques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur Big Data. Enfin, c'était pas aussi présent. Et donc, c'était la façon dont, en tous les cas, on adressait les problèmes physiques.
et la modélisation numérique, oui. Ok, mais du coup, ce qui m'intéresse, et peut-être ce qui pourra intéresser les jeunes filles aussi, parce que c'est que souvent, quand on se pose toutes ces questions d'orientation, on n'a pas forcément nécessairement toutes les infos. Tu vois, là, par exemple, tu es en train de nous dire que tu as choisi cette école-là parce que, de ton point de vue, tu avais compris que ça permettait vraiment d'appliquer les maths, etc. Comment tu as fait? Comment tu t'es renseigné pour savoir les différentes écoles, celle qui te correspondrait le plus, celle dans laquelle tu t'épanouirais le mieux? Ouais. Non, c'est une bonne question parce qu'en fait, je me suis toujours la remarque, c'est que j'ai choisi, mais en fait, on connaît pas tous les métiers. Par exemple, dans le monde du cinéma, j'ai découvert des métiers incroyables entre la personne qui va finalement créer les décors, donc stocker tous les petits éléments pour faire des bruits, qui va stocker du matériel pour ensuite, inventer des sons. Enfin, c'est fabuleux. Il y a plein de métiers. Donc effectivement, à un moment donné, on fait un choix, mais c'est vrai pour tout le monde. On fait des choix et on n'a qu'une vue partielle. Après, soit on a une méthodologie, soit effectivement on demande autour de soi. Donc à l'époque, moi, j'ai pas forcément demandé autour de moi, mais moi, ce que je peux vous conseiller, s'il y a des métiers qui commencent à vous intéresser, etc., c'est de commencer à vous constituer un réseau, de commencer à rencontrer des gens, de commencer à discuter, de commencer à échanger. Je pense que ça, c'est une bonne méthode. Donc, s'il y a des métiers qui vous intéressent, vous essayez de voir, tiens, qui est-ce qui peut faire tel métier. Vous pouvez même les contacter. La plupart du temps, les adultes, les professionnels, ils sont je pense que ils sont sensibles à ces questions-là et ils pourront vous consacrer un peu de temps pour discuter avec vous. Tout à fait, c'est ce que j'allais ajouter, ce que j'allais compléter, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas forcément tout de suite un réseau. Et moi, j'ai des exemples concrets de gens qui m'ont dit, qui venaient de milieux où il n'y avait pas de réseau, qu'ils ont googlé, ils ont trouvé des noms et ils ont envoyé des mails à des gens, parfois même des pontes, en fait, ils ne savaient pas du tout, et ils ont toujours eu des réponses. Parce que souvent, les chercheurs, les professionnels, ils sont sensibles au désir d'orientation des jeunes, etc. Souvent, ça ne coûte pas grand-chose, 1 heure de temps, mais on sait que ça peut changer un peu la destinée des jeunes, donc on le fait toujours très volontiers. Parce que je pense qu'en vrai, c'est un vrai problème, une vraie difficulté, je pense, aujourd'hui de s'orienter. En tous les cas, ça peut créer, je comprends cette question-là, ça peut de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Après, moi, je vais vous dire, il n'y a pas, je pense, faut aussi dédramatiser, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire que, ça c'est vrai tout le temps dans votre vie, c'est que si vous faites des choix, et que vous vous rendez compte plus tard que vous avez envie de faire autre chose, c'est pas grave. Il y a des passerelles, il y a des formations aussi le soir. J'en ai fait une, je vous raconterai tout à l'heure. J'étais déjà bac+8, j'ai quand même fait une formation sur 2 ans ensuite en cours du soir. Donc, il n'y a jamais d'inquiétude, je veux dire. Moi, je veux aussi dédramatiser ça. C'est les choix dans la vie, on les fait à un instant T. Et puis, il faut voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer à l'instant T pour se construire, et puis on verra à T+1 ce qu'on a envie de faire. Absolument, et je complète, non seulement il n'y a pas de mauvais choix, mais il n'y a pas finalement d'erreur inutile. C'est-à-dire que vous allez peut-être des fois penser que finalement c'était une erreur, vous n'auriez pas dû aller dans telle ou telle direction. Ça vous aura servi à vous rendre compte que c'est pas ce que vous vouliez faire en fait. Et vous aurez encore plus de certitude du chemin vers lequel vous avez plutôt envie de vous diriger. Donc, faut tout voir plutôt comme une opportunité d'apprendre, de se découvrir un petit peu plus, et on n'a rien à perdre, en fait. Et donc, c'était une école d'ingénieur, quand même, que t'as choisi, à laquelle tu as choisi d'aller. Est-ce qu'à l'époque, tu te projetais dans le métier d'ingénieur, ou tu y allais plutôt par rapport, comme tu nous as dit, aux applications? En fait, la question que je me posais plutôt... quand j'étais en école d'ingénieur, c'est est-ce que... c'était surtout en tête après, c'est est-ce que je vais faire un postdoc, est-ce que je vais intégrer le monde académique, le monde industriel. C'était plutôt ces questions-là qui finalement sont venues à moi, mais qui se sont résolues assez naturellement. Voilà. Ouais, au fur et à mesure que tu as avancé. Oui. Justement, ça me fait penser que je voulais te demander, est-ce que quand tu étais au lycée, donc comme les jeunes filles qui sont ici, est-ce que tu connaissais les métiers de la recherche? Parce que je prends mon exemple, par exemple, moi, je connaissais pas du tout. Et le peu que j'en avais en tête, je me disais, oh là, c'est pas pour moi, c'est un truc de génie, etc. Je me projetais pas du tout dedans, quoi. Est-ce que toi, tu connaissais un peu? Est-ce que potentiellement tu te projetais dedans? Alors,
Donc mon père, il est prof d'allemand, donc autant dire, c'était les sciences, c'était pas forcément évident pour moi d'y aller. Mais effectivement, dans ma famille, il y a un oncle à moi qui est chercheur au CNRS. D'accord. Donc effectivement, je connaissais. Mais ce que je connaissais moins, peut-être, c'était le monde justement industriel. Oui. La recherche dans le monde industriel. Qui est en fait assez méconnue par beaucoup de gens. Ok. Et donc, au moment où tu fais ton école d'ingénieur, tu l'as un petit peu évoqué. Donc, juste faire un petit topo. Les auditeurs et auditrices connaissent, peut-être pas tous d'ailleurs, mais pour les demoiselles qui sont ici, alors, le système post-bac, c'est ce qu'on appelle le système LMD. Licence, master, doctorat. Donc, 3 ans de licence, 2 ans de master. Et si vous voulez continuer, doctorat. Donc, en maths, je parle pour les maths parce que c'est ce que je connais. Un doctorat, ça se fait en général entre 3 voire 4 ans. Et donc, la spécificité française, donc ça, c'est un système européen. Il y a beaucoup de pays européens qui sont sur le système LMD. La spécificité française, c'est qu'il y a les classes prépa et les écoles d'ingé qui se glissent dedans. Donc, quand vous faites une classe prépa, c'est 2 ans. Et donc, quand vous intégrez une école, votre première année d'école, c'est l'équivalent de la L3 que vous n'avez pas fait. Donc, au bout d'une année, vous avez un équivalent de licence. Et après, quand vous finissez votre école, c'est 2 ans. Vous avez un équivalent de master. Et ensuite, tu es dans une école d'ingé, tu as ton master, ton diplôme d'ingé. Il y en a beaucoup qui choisissent d'aller sur le marché du travail. Vous pouvez tout de suite commencer à travailler, chercher un boulot, etc. Ou vous pouvez faire le choix de continuer en doctorat, ce qui est le choix que toi, tu as fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as eu envie de poursuivre et pas t'arrêter là et prendre ton diplôme d'ingénieur et chercher à t'insérer dans le monde du travail? Bon, déjà, j'ai eu effectivement une proposition. Donc, suite à mon stage au commissariat énergie atomique, on m'a fait une proposition de sujet de thèse. Mais après, ça correspondait aussi à la philosophie énoncée précédemment, qui était de dire, moi, ce que je voulais, c'était m'ouvrir le plus de portes, garder le plus de portes ouvertes dans mes choix. Et effectivement, la thèse, ça ne m'enfermait dans absolument rien. J'ai fait une thèse en mathématiques informatique, donc c'était appliqué à des problèmes d'optique. Donc autant dire que je restais assez large et que je pouvais faire le choix encore après de m'insérer dans des filières différentes. Voilà, après ma thèse, j'ai eu des propositions d'emploi dans différents secteurs d'activité. Je peux vous en citer, si vous voulez, quelques-uns, juste pour voir. Il y avait des postdocs sur différents postdocs en simulation numérique, en fait, sur des enjeux de santé, donc avec la modélisation dans le sang de certains parasites, leurs mouvements et comment ils évoluent dans le sang. Il y avait une proposition, c'est pour vous montrer les différences, l'envergure, hein. Une proposition, parfois, enfin, vous avez déjà remarqué, dans les rues, il y a parfois des travaux. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait des fois des gens qui cassaient le sol. En fait, des fois, ils cherchent des fuites d'eau. Et quand, en fait, on m'a proposé de travailler sur ces sujets-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que, en fait, ça a un coût, à chaque fois, systématiquement, de casser, de potentiellement donc creuser le sol, vérifier les tuyaux, etc. Et en fait, parce qu'ils n'ont pas, ils n'avaient pas forcément de méthodologie plus fine pour trouver d'où venait la fuite d'eau. Parce que vous imaginez, c'est la canalisation, elle est trouée sous le trottoir, d'aller chercher où est la fuite d'eau quand même. Et donc, hyper fort. Et donc, il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut travailler sans méthode mathématique pour faire le moins de trous possible, quelle est la meilleure méthode, etc. Voilà, et puis finalement, je me suis orientée donc chez Essilor à l'époque, qui était fabricant de verre ophtalmique. Et l'objectif, en fait, c'était avec les mathématiques de travailler sur une surface qui est extrêmement compliquée mathématiquement. C'est le verre progressif. C'est un verre qu'on met aux alentours de 40 ans. Parce que on perd en pouvoir d'accommodation et donc on a une correction en loin et au près qui diffère parce que là vous avez des unifocaux, c'est une correction qui va être la même sur le verre et donc voilà, on m'a proposé de travailler sur ces sujets-là. Donc ça vous montre un peu le panel, vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'avais en tous les cas, je pense que mon critère il était bon, c'est-à-dire de me dire je fais des choix pour conserver le plus de portes ouvertes. C'était en tous les cas c'était le critère qui me convenait et il a fonctionné. Oui, très bien. Donc
Donc toi, du coup, tu as fait une thèse, ensuite tu as choisi plutôt de te diriger vers le privé. Donc je donne le titre de ta thèse qui s'intitulait « Caractéristiques spatiales et temporelles d'une tâche focale LMJ », donc sous la direction de Bernard Bercu, Pierre Delmoral, et donc comme tu l'as dit, au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ta thèse ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai travaillé sur le sujet du laser mégajoule. Alors, qu'est-ce que le laser mégajoule ? Déjà, est-ce que c'est un laser ? Oui, vous avez déjà vu les lasers. Le laser mégajoule, c'est un instrument qui permet d'étudier les réactions de fusion nucléaire. Il est installé en Gironde, donc au CEA au BARP. Donc pour réaliser cette thèse, il a fallu que je sois accrédité, donc secret défense, il y a une habilitation. Et ensuite, donc ils ont fait un check de ton background. Donc on poste pas sur les réseaux sociaux n'importe quoi. Non mais en vrai. Tu fais bien de le non dire, mais pourquoi je le dis ? C'est vrai, oui, t'as raison. Parce que parce qu'ils peuvent remonter loin. Hein. Oui, non mais on fait attention. C'est quelque chose que. Ouais, on peut déjà, il faut faire des... Mais même pour votre image envers votre potentiel futur employeur, on fait attention à ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. On sait que ça s'efface rarement, on peut, mais c'est compliqué parfois. Bon, dans le cas où effectivement on veut travailler pour le commissariat à l'énergie atomique, il y a aussi la question de nos potentielles fréquentations qu'on a eues dans le passé. Voilà, donc... Il y a quand même une question que on doit faire attention à finalement l'image qu'on a et qu'on a mis sur les réseaux sociaux assez rapidement, je pense. C'est bien de refaire un rappel dessus, effectivement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais vous êtes déjà en train d'œuvrer pour votre futur. Ouais. Oui, et donc ta thèse, tu disais donc ma thèse, en fait, fusion nucléaire. Alors pourquoi on étudie la fusion nucléaire ? Donc aujourd'hui, les centrales, elles marchent avec des principes de fission. Vous avez certainement dû voir ça en physique, où on scinde deux noyaux. Et en fait, les produits de la réaction, ils ont une durée de vie beaucoup plus courte dans le cas de la fusion que dans le cas de la fission. Du coup, ça a un gros intérêt, vous imaginez bien, il n'y a qu'à rappeler Tchernobyl pour comprendre. Et puis aussi, les atomes qu'on peut utiliser dans le cadre de la fusion, en fait, on peut en avoir en quantité illimitée, contrairement à la fission. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est la réaction qu'il y a dans les étoiles, donc potentiellement dans le Soleil. Donc, en travaillant sur ces sujets-là, on travaille aussi sur la réaction qui se passe dans le Soleil. Comment concrètement ils travaillent sur ce sujet-là ? Il y a un bâtiment énorme, donc de 300 mètres de long, dans lequel, en fait, finalement, on a installé un certain nombre de faisceaux laser de part et d'autre du bâtiment, et ils vont focaliser, donc ils vont amener, finalement, ils vont concentrer leur énergie sur, vous imaginez, au centre du bâtiment dont je vous parle, une bille de deutérium-tritium, donc de 1 mm de diamètre, donc c'est des expériences extrêmement précises. Là, on est vraiment dans la science très très fine, parce qu'il faut que les faisceaux laser amènent leur énergie, que tout soit hyper contrôlé. Les optiques sont d'une précision parfaite. En amenant et en concentrant du coup cette énergie de ces différents faisceaux laser, l'objectif c'est de compresser la bille de deutérium et de tritium, et ensuite d'engendrer une réaction nucléaire. Et en fait... Attends, juste pour être sûr d'avoir bien compris, tu dis donc c'est un bâtiment, il y a un truc tout petit minuscule là, ouais. Et c'est ça où on concentre toute l'énergie dessus. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Waouh. Ouais. C'est super précis, effectivement. C'est extrêmement précis. C'est extrêmement précis. Donc évidemment, c'est des sujets sur lesquels qui sont encore. C'est des très beaux sujets de recherche sur lesquels évidemment il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent. C'est des sujets passionnants qui mêlent l'optique, les mathématiques, l'informatique, la simulation numérique. Voilà. La question, c'est de compresser finalement de façon extrêmement homogène cette bille de deutérium. Et là, pour comprendre, vous n'avez qu'à imaginer prendre de la pâte à modeler dans vos mains, vous comprimez. Si vous comprimez mal, qu'est-ce qui va se passer ? La pâte à modeler, elle va sortir en fait de votre main de part et d'autre. Donc là, il faut vraiment comprimer de façon totalement homogène, en appliquant finalement une énergie parfaitement homogène sur toute la surface.
de votre bille pour qu'il y ait finalement une compression parfaite pour engendrer une fusion nucléaire. Ok. Et donc, c'est des sujets qui nécessitent des compétences mathématiques, notamment. Et franchement, c'est des sujets passionnants, quoi. Pour approcher des sujets comme ça a été vraiment une très grande chance dans ma vie. Ouais. Et donc, typiquement, les maths peuvent t'aider à répondre aux différentes questions que tu disais, comment compresser de façon homogène, etc. En fait, quand je suis arrivée au CEA, ils n'avaient pas encore fini de construire le laser mégajoule. Il y avait peut-être il y avait déjà le bâtiment, mais tout n'était pas terminé. Et la question qu'on m'a posée quand je suis arrivée en thèse, donc tout à l'heure je vous parlais de modélisation numérique pour faire de la prédiction, et bien là c'était le cas, parce que ce qu'on m'a dit c'est: est-ce que tu peux nous dire quelles sont les caractéristiques, donc on va y revenir, de la tâche focale. Donc en fait c'est comment est-ce que l'énergie va se répartir sur cette bille de deutérium-tritium si on met 240 faisceaux laser, si on en met 160, si on les met sur 3 étages ou sur 2 étages, ça veut dire en fait si on les répartit le long du bâtiment, tu vois, sur des cercles avec des distances calculées, enfin comment les répartir, et est-ce que ça a un impact sur... Et donc de ta réponse, potentiellement, pouvait changer l'agencement du bâtiment qui était en train de se construire. En tous les cas, c'était la question qu'on m'a posée moi. Après, voilà, c'était... Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les faisceaux laser, ils amènent leur énergie donc sur cette bille de deutérium-tritium. Et malgré, si vous voulez, les focales de très très haute qualité que le laser mégajoule développe ou a dans ce laser mégajoule, en fait, la tâche focale n'est jamais 100% parfaite. Il y a toujours des imperfections. Voilà, il focalise sur plusieurs mètres quand même, donc il y a toujours des imperfections. Et la technique, en fait, pour que ces imperfections n'aient pas d'impact, puisque je vous disais, il faut vraiment comprimer de façon parfaitement homogène, c'est de venir lisser la tâche focale. Alors comment on fait ? On la déstructure, et puis on va faire bouger très rapidement ce qu'on appelle les points chauds de cette surface, et en la faisant bouger rapidement, quand on intègre sur le temps de réaction du plasma, parce que la bille de deutérium est dans un plasma, on a à la fin une tâche focale qui est uniforme. D'accord. Et donc, ce qu'on m'avait demandé de calculer, c'était quelle est la taille de ces points chauds et à quelle vitesse ils vont bouger en fonction de la répartition des faisceaux laser. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est cette question, je trouve vraiment hyper intéressante, de dire, on utilise les mathématiques, on utilise les équations pour pouvoir avoir une configuration à un instant T, et puis ensuite, on peut prédire. Voilà, c'est pareil sur la fonte des glaciers. Et en fait, c'est là, on y reviendra sur la partie data si on a un peu de temps, mais qu'est-ce qu'on fait ? Après, on utilise des données pour venir, pour voir finalement choisir les paramètres de nos équations. Oui, l'un est au service de l'autre. Oui. Ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette explication de ta thèse. On a une idée de ce qui se cache derrière les murs du CEA. Donc, tu l'as un peu évoqué, mais j'ai vu en lisant ton CV que, en plus donc, de ce que tu as fait, tu as en plus obtenu une certification Big Data. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire cette formation supplémentaire ? Parce que tu l'as faite après que tu avais déjà eu ta thèse. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? En 2015, j'ai senti qu'effectivement, ça allait être les enjeux data et IA allaient être de plus en plus importants. Et au Conservatoire national des arts et métiers, ouvrait pour la première année une formation analyse données massives. Et donc là, en fait, finalement, le conseil aussi, c'est quand vous prenez ou quand vous faites une formation, c'est de vous assurer que derrière, il y a des débouchés et d'avoir un peu du flair sur ce qui va être finalement porteur dans les années à venir. Et donc, effectivement, après le travail, plusieurs soirs par semaine, au moins 3 soirs, plusieurs heures quand même, 3 heures, j'allais sur les bancs de l'école, alors que j'étais salariée, pour pouvoir me former à nouveau. Alors, il fallait avoir un certain background, il fallait un background informatique, mathématique, il fallait au moins un master, je crois, ou une licence. Enfin, il y a tout en ligne, si vous voulez vérifier. Donc, il fallait avoir un certain nombre d'acquis pour pouvoir ensuite travailler sur cette formation qui délivrait un certificat d'analyse données massives. Et donc, voilà, mon conseil aussi, c'est qu'à tout âge, en fait, on peut se former. Et on doit se former, c'est-à-dire que...
Voilà, donc d'avoir du flair, quand on prend une formation, je veux dire déjà de vérifier qu'il y aura des débouchés, ça je pense que c'est important. Ensuite, effectivement, finalement, il n'y a pas d'âge pour non plus se réorienter. Voilà, ça aussi, c'est... donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de choix finalement définitif ou de choix malheureux que vous ferez. Je ne pense pas, parce que de chaque expérience, on peut en tirer finalement un apprentissage sur soi et une connaissance plus approfondie de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Donc, tu as fait cette formation, tu as obtenu le certificat, et est-ce que ça a vraiment directement impacté ton métier par la suite? Tu as pu mettre en œuvre les choses que tu avais apprises? Totalement. Ça t'a ouvert des nouvelles possibilités dans l'entreprise? Oui, totalement. Au même moment, il y avait une toute petite équipe de 4 personnes qui travaillaient sur les lunettes connectées chez Essilor. C'était un nouveau sujet, en mode un peu... start-up, et puis ils cherchaient quelqu'un pour analyser les données des lunettes connectées, et comme j'avais eu cette formation, je venais de l'avoir, en fait ils ont pensé à moi. Ok, ouais, donc effectivement, là t'es l'illustration même du conseil que tu donnais, c'est que parce que t'as senti un petit peu cette nouvelle tendance que t'es allé te former, ça t'a ouvert des portes supplémentaires dans ton entreprise, quoi. Ouais. Ok, super. Ok, on a presque fini ce retour sur ton parcours. 2 petites choses. Est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes à un moment, des gens qui t'ont poussé dans une direction ou une autre, ou finalement c'est un peu toi toute seule? Parce que souvent quand on discute avec les gens, ils disent « Ah oui, ce prof, s'il n'avait pas été là quand même, peut-être que j'aurais pas fait tel ou tel choix. » Il faut dire, j'ai toujours eu des bons profs de maths passionnés, ça c'est hyper important. J'ai Monsieur Matisse en terminale que j'ai revu récemment, qui était, d'ailleurs je lui ai dit, ça touche en fait un professeur, un enseignant, à tous les professeurs et les enseignants qui m'écoutent. Enfin, voilà, ils ont un rôle qui est clé dans la vie dans nos vies, et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est des métiers vraiment incroyables. Donc aussi à tous les élèves de bien faire attention à vos enseignants et au respect de vos enseignants, parce que vraiment c'est des métiers passion. Quand on a des profs passionnés, c'est une vraie chance en fait, et ça reste toute votre vie. Tout à fait. Écoute, j'espère qu'il écoutera cette émission. Bonjour à lui, merci à lui. Ok. Et donc pour finir, comme on a ces jeunes filles, tu viens déjà de nous prodiguer des conseils très précieux pendant cette interaction, mais est-ce que une chose, c'est que des fois, moi, les retours que j'ai, c'est qu'ils pensent que quand on est arrivé, c'est parce qu'on était super fort, tout s'est bien passé, etc. Alors que, comme tout le monde, on a eu nos lots de difficultés, notre lot d'échecs, etc. Est-ce que toi aussi, il y en a eu dans ton parcours? Et surtout, ce qui m'intéresse, si oui, comment tu les as surmontés? Moi, je vous souhaite que tout vous arrive parfaitement bien, que tout vous tombe du ciel, mais... Dans la vie, je pense quand même que la majorité des cas, quand on voit quelqu'un qui s'éclate ou qui réussit, c'est qu'il a travaillé, et on ne voit pas forcément le travail toujours qu'il y a derrière. Moi, j'ai énormément travaillé. Voilà. Je peux parler que de mon cas et de mon exemple. En tous les cas, dans mon cas, le travail, c'est par le travail que je suis arrivée à faire ce que j'aimais. Oui, il n'y a pas de secret. Et des difficultés, on en a tous. Ouais. Alors là, si je regarde toutes les jeunes filles qui sont dans la salle, vous inquiétez pas, en fait, parce que ce qui va faire que peut-être ça va être différent d'une personne à l'autre, ça va être votre capacité à vous relever des défis, des échecs dans la vie, parce qu'il y en a pour tout le monde, des obstacles. Alors, la question, c'est à quel moment vous allez en avoir. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'être bien accompagné, bien entouré, de bien choisir les relations avec qui on est autour de nous. Un conseil aussi, si on sent qu'à un moment donné, il y a une personne qui, autour de vous, a un impact pas forcément positif, peut-être que il faut revoir cette fréquentation. On dit qu'on ressemble aux 5 personnes, on est une moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc entourez-vous bien. J'avais jamais entendu ça, c'est très joli comme formulation. Ouais. Entourez-vous bien en fait. Et donc pour en revenir à ces obstacles, vous allez devoir en franchir, mais vous allez vous relever en fait. Vous êtes forte, très franchement, vous êtes là devant moi, vous êtes déjà débattante. Vous avez réussi à faire ce stage. Donc voilà, si un jour vous avez des échecs, si un jour vous avez des obstacles, voilà, vous y arriverez. Vous vous dites que vous y arriverez. Et puis, alors un conseil qui est un peu
peut-être bateau, mais vraiment, en tous les cas, moi, qui me sert, c'est de me dire que chaque fois que j'ai eu une épreuve à franchir, avec le temps, je me suis aperçue que ça m'avait rendue plus forte. Et que ça permet de franchir les suivants plus facilement. Écoute, merci beaucoup. On va conclure sur cette partie sur ton parcours pour passer sur ton métier actuel un petit peu. Tu as commencé comme project manager, puis aujourd'hui tu es head of data et à un moment tu as été data scientist. Donc beaucoup de terminologie anglophone probablement obscure pour un certain nombre d'entre nous. Est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi consistent ces différents postes et potentiellement les différences entre ceux-ci ? Oui, en fait, j'étais responsable d'études, donc là je comprends. Project manager, c'était peut-être écrit, mais voilà, j'étais responsable d'études, donc en fait, c'est un terme assez générique quand on arrive au sein d'une R&D, c'est un poste où finalement on est en charge de faire certaines études scientifiques. Voilà. Data scientist, vous connaissez pas ? Le mot data, je pense que ça vous parle maintenant ou pas ? Bon, j'imagine que vous avez bien conscience que chaque fois que vous allez sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux, vous laissez des données. Vos parents, ils vous ont pas dit attention, les données, ça. Ils ont dû vous dire, hein. Qu'est-ce qu'ils font de vos données, tout ça, vous vous souvenez ? Et en fait, les données, ça peut traduire soit de vos usages de vos smartphones, soit d'usage de vos bracelets connectés, si vous en avez, des montres connectées, soit quand vous surfez sur Internet. Donc tout ça, en fait, finalement, ça va générer un certain nombre de données. À la domotique aussi dans la maison, j'imagine que vous avez peut-être ça aussi. Voilà. Et derrière, il y a des gens qui vont traiter et analyser ces données. Et évidemment, c'est encadré. Il y a maintenant beaucoup de lois. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler. Maintenant, récemment, c'est l'IA Act. L'objectif, en fait, c'est de voir comment ces données peuvent aider soit les entreprises dans un service, par exemple, comme Waze. Tu es obligé de collecter de la donnée à un moment donné parce que tu es obligé de savoir où la personne est. Donc, la donnée, elle est utile. Et puis, la donnée, elle permet aussi de savoir s'il y a du trafic sur la route. Vous connaissez Waze. Donc, on comprend bien que la donnée, elle est importante. Maintenant, évidemment, c'est encadré, mais la donnée, elle est importante pour nous aussi à titre individuel et d'usager. Et donc, il y a des personnes qui, derrière des ordinateurs, vont avoir accès à ces données que vous allez générer parce que vous avez ouvert Waze et qui va la traiter, faire en sorte que le service que vous rend, par exemple, l'application, soit toujours plus adapté à vos besoins. Et donc, toi, ton travail les data scientists consistent à jouer avec ces données, les étudier, les analyser, en profiter. Donc, moi, en fait, je travaille sur des données que on va venir collecter sur des cohortes de porteurs en mode recherche et développement. Donc, en fait, ils portent la lunette dans un objectif de recherche et développement et on va collecter des informations qui sont, par exemple, la quantité de lumière. Il y a un certain nombre de capteurs qui sont embarqués dans la lunette, comme votre bracelet connecté. Déjà, vous connaissez un peu comment il fonctionne, le bracelet. En fait, dans le bracelet, vous avez un certain nombre de capteurs et des microprocesseurs. Et ces capteurs, ils vont venir collecter des données. Elles vont être traitées et stockées soit en local dans votre bracelet, soit dans votre téléphone, pour vous fournir, par exemple, des informations sur votre niveau de santé, etc. Donc, pour en revenir à mon cas, donc ça peut être la quantité de lumière que reçoit votre œil, ça peut être le mouvement de la tête, ça peut être l'activité. Et en fait, l'objectif, c'est de voir finalement, de comprendre l'usage d'un produit. Donc nous, c'est le verre ophtalmique, et de comprendre finalement, d'entendre les besoins du porteur dans sa vraie vie, et du coup de pouvoir finalement sortir du laboratoire dans lequel on fait de la recherche, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles font de la recherche, on en fait en tous les cas dans des laboratoires. Mmh. La question, c'est est-ce qu'on peut se rapprocher au plus près du besoin du consommateur final ? Mais quand tu parles des porteurs, du coup, justement, c'était ma question. C'était des gens, vous les faites venir chez vous et vous étudiez ce qu'ils font, ou vous distribuez
les lunettes à des gens et ensuite vous récoltez les données concrètement. C'est des porteurs qui évidemment ont signé des accords. D'accord. C'est pas un objet commercial, c'est des porteurs qui ont accepté de participer à une étude. D'accord. Et ensuite ils s'en vont, oui. C'est dans leur vraie vie. Ok, je comprends. Par contre, c'est pendant plusieurs jours, semaines, c'est dans leur vraie vie. Et l'objectif, c'est vraiment que ça soit dans l'écosystème, on va dire, courant et naturel du porteur. Et donc, ça vous permet de récupérer les données sur lesquelles ensuite vous travaillez. C'est ça. Ok. Pour nourrir la R&D et finalement le business vert traditionnel, en se posant des questions, sur, tu vois, des questions qu'on peut se poser, c'est à quoi est-ce qu'est soumis un verre en termes de température, humidité dans une journée, et finalement, est-ce que les cycles de vieillissement accéléré, on peut les faire fitter avec des conditions réelles. Ok. Donc là, du coup, tu viens de nous décrire que les porteurs doivent porter des lunettes avec des capteurs, etc. Et tu as mentionné un petit peu les objets connectés au passage. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objets connectés ? Les objets connectés, en fait, j'imagine que déjà, vous en avez toutes. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être des objets connectés que vous avez dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez des exemples ? Ouais. Des écouteurs ? Ouais, tu as des écouteurs connectés ? Ouais, très bien. C'est le plus vendu aujourd'hui. Des baffes. Des enceintes. Ah ouais, qui sont connectés. Okay. Oui. Ouais, tout à fait. Aspirateur. Oui, les petits robots qui se baladent partout là. Ah, mais tout à fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il y a même les tondeuses maintenant, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc la définition en fait d'un objet connecté, se définissent comme des appareils physiques qui communiquent avec d'autres objets sans intervention humaine. Donc, il y a dans un objet connecté, il y a au moins un capteur, un actionneur et un microprocesseur. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un compteur Linky, il y a forcément donc au moins un capteur qui va venir mesurer votre consommation électrique, un actionneur qui va permettre finalement de envoyer la donnée, faire transiter la donnée, et puis de quoi finalement la traiter et la rendre plus intelligente. Et cette forme d'intelligence, elle peut être plus ou moins dans un objet connecté, elle peut être plus ou moins développée. Ça peut être au début seulement d'avoir des informations brutes. Après, on peut aussi avoir une forme d'intelligence autonome dans l'objet connecté lui-même qui va prendre des décisions. Par exemple, le cas du chauffage connecté, la question c'est de modifier les consignes de température. Donc il y a différents niveaux d'intelligence dans les objets connectés. Ok, on a un peu une idée des sujets qui t'intéressent, qui sont liés à tes thématiques de recherche au sein de l'entreprise. Mais pour les jeunes filles qui sont ici, c'est pas toujours simple de visualiser finalement concrètement. Ça ressemble à quoi ? Donc, si tu devais leur expliquer tes journées pour qu'elles aient une idée de ce à quoi ça ressemble et peut-être qu'elles puissent se projeter plus facilement. Oui. Alors, mes journées, quand j'étais data scientist pur et dur, c'était essentiellement d'interagir avec des chercheurs, de comprendre, par exemple, et des ingénieurs, de comprendre leur métier, de comprendre comment, finalement, les données qu'on avait collectées, elles pouvaient être utilisées et utiles dans leur métier au quotidien. Ensuite, c'était de traiter et d'analyser la donnée. Donc, il y a essentiellement du code. Pour Python, peut-être, ça doit parler à certaines. Déjà, par exemple, c'est un des outils qu'on utilise. De faire de la data visualisation, donc d'imaginer comment on va ensuite fournir les informations le plus visuellement et facilement possible et comment on va travailler avec nos ingénieurs. Donc, finalement, il y a de la science, mais pas que. C'est-à-dire, je sais aussi que les maths, des fois, les filles, elles me disent « Ouais, mais le côté seul derrière son ordinateur en mode geek », je sais que c'est quelque chose qu'on imagine, mais en fait, dans mon cas, c'est pas comme ça. Je travaille avec beaucoup de personnes, j'interagis, on crée, on innove ensemble. Dans ce que je peux faire, par exemple, aussi des fois, c'est travailler avec justement ces chercheurs et d'innover, de poser un brevet pour protéger une idée, la développer ensuite. Et puis donc maintenant, je suis responsable d'une équipe data et donc il y a aussi une partie encadrement. Donc là, l'encadrement, c'est le suivi, l'accompagnement, c'est de donner des idées, aider, c'est aider et accompagner les collaborateurs dans leur mission. Ok, ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est bien de le dire. Tu dresses un panorama assez large des tâches que tu peux être amené à effectuer et une
dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que quand on fait ces métiers-là, c'est énormément d'interaction avec les autres. C'est vraiment, vraiment, même dans la recherche académique, c'est pareil. On passe notre temps à faire des réunions avec des collègues, se mettre autour d'un tableau, échanger, faire des visios. Enfin, voilà. Il y a du temps où on est seul, où on va faire de la biblio, faire des calculs, mais c'est pas la majorité du temps. Beaucoup de temps est passé à interagir avec des gens. Et en plus, en général, en tout cas dans l'académique, on a la possibilité de choisir les gens avec qui on interagit. Donc souvent, en plus, moi, personnellement, j'interagis, mes collaborateurs, c'est mes amis. Donc, quand je vais à une session de réunion, c'est pas une tannée. Pour moi, je sais que je vais bien m'amuser parce que je vais faire des maths amusantes et en plus, je serai avec quelqu'un que j'apprécie. Et c'est un aspect, je trouve, qui est pas assez mis en avant souvent. C'est l'aspect humain qui est attaché aux sciences aussi, quoi. Donc ça, il faut le savoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, et donc toi, à titre personnel, quelle est la partie de ton métier où tu prends le plus de plaisir ? Dès que je suis dans le jeu, et pendant longtemps, en fait, quand j'allais au travail, j'ai l'impression d'être dans ce jeu. C'est-à-dire que pour moi, innover, créer, inventer, anticiper, c'était un jeu. Et donc finalement, c'est là où on est le meilleur. Hein. C'est quand finalement on ne fait pas d'efforts. Et donc, un des conseils aussi, c'est d'aller vers des choses qui vous plaisent, mais énormément, parce que c'est là où vous allez passer des heures sans s'en rendre compte, en fait. Donc moi, tout ce qui était innovation, anticipation, invention, j'aimais beaucoup. Ouais. Ok. Très bien. Écoute, on va finir sur cette partie. Donc, je sais que tu l'as rappelé en première partie. Tu es beaucoup engagée pour l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique et les métiers scientifiques plus généralement. Est-ce que tu peux nous redire pourquoi c'est important pour toi et surtout par quelle action ça se traduit, par exemple, en plus d'aller à ce genre d'intervention ? Oui, pourquoi c'est important ? En fait, ça m'est tombé dessus, on va dire, dans le sens où déjà... Au départ, en fait, on est venu me chercher. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas une évidence pour tout le monde. Et que, autant pour moi, les maths, ça avait toujours été un jeu. Et effectivement, il y avait des environnements très masculins. Moi, j'ai évolué en classe prépa ou en école d'ingénieur et encore au CEA. C'était des environnements qui étaient quand même relativement masculins. Moi, personnellement, ça ne m'a pas posé problème. Mais quand, en fait, on m'a demandé au départ, c'était pour Véronique Chauveau, et je la salue. Et c'était pour rendre ce service. Et plus j'ai discuté avec les filles, plus j'ai vu que c'était compliqué. Et donc, de fil en aiguille... En fait, j'ai construit de plus en plus un réseau sur ces sujets-là. Et là, effectivement, ça m'a mis en relation avec beaucoup d'associations existantes. Et donc, je salue mes collègues d'Elstim, avec qui je travaille maintenant depuis 1 an. Et ce qu'on a fait, c'est de façon bénévole. On a travaillé, en plus de notre travail, pour créer une journée à destination des collégiens. Parce que là, vous êtes au niveau lycée, mais on sait que les stéréotypes, ils s'installent très tôt. Donc peut-être que parmi vos collègues déjà dans votre classe, il y en a déjà qui disent non, les maths, c'est pas fait pour moi, les maths, non. Et donc, et parce qu'on en a vu, même quand on a fait cette journée. Donc en fait, on a travaillé pour créer un événement digital où finalement, ce qu'on a fait, c'est que la première partie, on a tourné une vidéo qui montre différents métiers de la tech, parce que justement, c'est qu'est-ce que la data science. On a une jeune fille qui explique comment fonctionne une fusée. Il y a des termes que vous pourrez retrouver aussi, développeur back-end. Enfin, quels sont les métiers un peu nouveaux et tech. Et on a diffusé cette vidéo à des filles de 5e de Franche-Comté, donc à 15 000 collégiennes en Franche-Comté. Et ensuite, on les a mis en relation avec des mentors, c'est-à-dire avec des femmes de la tech. Et merci à toutes celles qui ont accepté. Donc, il y avait 200 femmes connectées en même temps et elles prenaient chacune une classe. Et l'objectif, c'était de montrer aux jeunes filles que la tech, c'était fait pour elles aussi. Et que c'est accessible. Et que c'était accessible, oui, tout à fait. Ok, et donc vous avez réuni combien 15 000 collégiennes ont vu cette vidéo. On espère faire d'autres académies et aller voir d'autres responsables d'académies pour essayer de monter cette journée à l'échelle nationale. Ok.
Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, on a presque fini. Juste, on va passer sur la carte blanche rapidement. De quoi est-ce que tu avais envie de nous parler aujourd'hui ? Ouais, on en a un peu parlé. Donc, tout de suite, là, les objets connectés. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, donc, je vous disais tout à l'heure que moi, j'avais fait une école de simulation numérique. Donc, on prend un problème physique, on trouve une équation. Cette équation nous permet ensuite de potentiellement prédire le comportement, par exemple, de la fonte d'un glacier. Si on a modélisé avec le passé, on peut essayer de prédire l'avenir. Mais il y a un changement de paradigme avec les introductions de big data, intelligence artificielle dont vous avez entendu parler. Et effectivement, donc avec toutes ces nouvelles technologies, on peut finalement quelque part se passer de cette phase où on va prendre un problème physique, on va essayer de le traduire en équation mathématique, et finalement on va collecter beaucoup de données sur un phénomène, et avec des modèles de type machine learning, on va essayer de prédire l'état, par exemple à l'instant T+1. Mais on va dire que un des piliers, en tous les cas, c'est d'avoir des données. Et bien sûr, c'est ce que je vous dis là, ça peut être utile dans les entreprises, ça peut être utile pour modéliser beaucoup de choses. Mais en fait, les objets, la différence, et pourquoi je voulais parler de ça, c'est les objets connectés. Ce qui est intéressant, c'est que ils vont être proches de nous. Et on va parler d'une chose qui s'appelle les wearables. C'est une typologie d'objets connectés, c'est ce qu'on porte. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'aller vers la compréhension de quelque chose qui est extrêmement compliqué pour moi. C'est l'humain. Parce que l'humain, c'est justement multifactoriel, c'est extrêmement compliqué. Donc, aller modéliser finalement les préférences porteurs ou modéliser la compréhension des interactions humaines, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc, les wearables, en fait, c'est ça. En fait, ça va nous permettre de collecter des données vraiment de façon hyper importante sur nous pour mieux comprendre finalement qui on est. Alors, l'exemple le plus simple, c'est la balance connectée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais elle est capable donc de vous montrer un peu la courbe d'évolution de poids. Moi, j'aimerais qu'elle puisse, alors mon application ne le fait pas, mais j'aimerais qu'elle puisse me dire, attention, les fêtes de fin d'année approchent, en moyenne, tu as pris... plus de... Non, je rigole, mais tu vois... En fait, qu'elle puisse comprendre avant même que moi, j'ai pu parce que ça, c'est un exemple simple que tout le monde connaît, mais elle doit être capable, tu vois, en faisant des corrélations extrêmement compliquées, de nous aider, en fait, dans notre quotidien. Bon, là, je prenais la balance, mais on a la même chose avec la domotique. T'as presque envie... voilà, que tous ces objets, ils apprennent suffisamment de toi pour qu'ils t'aident, en fait, et de les voir comme une aide au quotidien dans nos vies. Alors... évidemment, là où ça semble le plus utile, c'est pour tout ce qui va être la santé. Voilà, parce que il pourrait nous aider à dire attention, là, à ce rythme-là, vous mettez votre santé en danger, etc. Oui, par exemple, s'il observe le sommeil. Oui, voilà, clairement, un stress trop important, des choses comme ça. Et voilà, et c'est clair que, en tous les cas, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des objets qui peuvent avoir une importance dans nos vies futures importante parce qu'ils vont nous aider. Oui, qui viennent vraiment en soutien, en support et en... Ouais. Ok, espérons, tant qu'à faire, on a des données, autant les utiliser. Ok, très bien, écoute, merci beaucoup. Alors, d'habitude, on enchaîne avec les recommandations culturelles, mais aujourd'hui est un jour spécial puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés 6 chroniqueuses d'exception que je vais citer. Suzanne, Megan, Mirza, Racha, Fatia et Meissa, qui m'ont aidé à préparer cette émission et donc ils vont venir maintenant intervenir et poser des questions supplémentaires. Donc on a brainstormé ce matin, elles ont été, je dois dire, vraiment super pro. Elles avaient plein de questions très intéressantes, etc. Donc on a un petit peu sélectionné et donc je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Meissa. Bonjour. J'aimerais savoir comment l'équilibre entre votre vie privée et professionnelle se fait et comment vos passions peuvent-elles s'organiser au quotidien. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les inquiétudes. Et alors,
tu vois, Nathalie, je trouve que c'est assez fou parce que c'est vraiment une question qui est très liée toujours aux sciences et aux maths. Et en fait, j'ai envie de dire, déjà, premièrement, mon métier, il n'est pas différent des autres métiers dans le sens où cette question-là, elle se pose dans la vie active, on va dire, quel qu'il soit. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, voilà, je vais y répondre, mais je veux dire par là que ce métier spécifiquement, en tous les cas, les maths et la science ne modifient pas la réponse que je vais te faire, je pense. Voilà. Après, personnellement, après, c'est quel est le curseur que tu veux mettre entre ta vie privée et le temps que tu vas passer dans ton travail et le temps que tu vas passer dans ta vie perso. Et j'ai envie de dire, ce curseur, en fait, il dépend de chacun et de tes envies et du moment dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie où ce curseur, il peut être plus ou moins dans la vie pro ou dans la vie perso. Et en fait, il faut que tu sois toujours à l'aise, en fait. Tu vois, il ne faut pas être dans une situation où tu te sens mal à l'aise, où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et en fait, là, je vais reprendre même un argument qu'une coach m'avait donné, qui s'appelle Elisabeth et que je salue. En fait, il n'y a pas 2 piliers, il y en a 3. Il y a la vie pro, la vie perso, donc l'entourage, etc. Et il y a toi. Et ça, c'est hyper important, mesdames. Parce que, en fait, si vous pensez que à la vie pro et que à la vie perso, c'est-à-dire votre famille, hein, vous allez vous oublier. Et en fait, ce pilier-là, il est extrêmement important aussi. Et donc, en fait, c'est 3 pattes. C'est 3 piliers, c'est pas 2. Et après, l'équilibre sur ces 3 pattes-là, en fait, c'est à tout moment, cette question-là, vous pouvez vous la poser. Et j'ai envie de dire, tant que vous vous sentez bien, il n'y a pas de mauvais choix. Je ne sais pas si cette réponse, elle te convient. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses te l'approprier, en fait, dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, à chaque instant, quand dans ta vie, tu vas avancer, voilà, ce qu'il faudra que tu vérifies de temps en temps, c'est est-ce que mes trois pattes, elles sont bien présentes et est-ce que je me sens finalement à l'équilibre avec le poids que j'ai mis sur chacune de ces jambes. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça te va ? Oui. Bonjour, moi c'est Suzanne. Je voulais savoir quel a été l'avis de votre famille et de vos amis sur vos objectifs professionnels et qu'est-ce qu'ils en pensent encore aujourd'hui ? Non, mais je pense que bon, ils sont pas là, mais je pense que mes parents, ils ont toujours été contents et satisfaits de mes choix. J'ai un petit garçon, voilà, mon fils, il sait que le travail, c'est important pour maman. Comme tous les enfants, je veux dire, et je lui en parle, je lui parle de mon travail, je lui raconte ce que j'ai fait dans ma journée. En fait, je pense que l'important, c'est, encore une fois, c'est surtout toi. Tu vois, on en revient à la question d'avant. En fait, les autres, oui, c'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé du choix des sciences ? Ouais, c'est ça. Moi, ça n'a jamais choqué personne, je pense. Hein. Non. Hein. En fait, à partir du moment où tu es solide dans tes bottes, tu sais où tu vas. Bah, je pense que les gens, ils te suivent, en fait. Hein. Parce que c'est surtout, aller aussi loin dans les études, c'est connu pour être compliqué ou long, etc. Oui, c'est vrai. Donc souvent, on réagit à « t'es sûr, tout ça, d'études ?» Ils l'ont peut-être fait, mais j'en ai pas souvenir. En tous les cas, encore une fois, à un moment donné, il faut peut-être aussi vous mettre... Bien sûr, il faut écouter ses proches. Bien sûr, il y a peut-être des choix qu'on fait dans la vie qui sont pas bons, mais à un moment donné, il faut aussi, vous, savoir ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous, en fait ? C'est ça qui est important. Hein. Très bien. Écoute, merci beaucoup à Meissa et Suzanne. On passe à nos 2 chroniqueuses suivantes, Racha et Mégane. Du coup, bonjour, je m'appelle Racha. Donc là, la question que j'ai posée, c'est encore sur du personnel. Ah, Racha. Donc, let's go. Donc en fait, récemment, une photo a circulé avec vous en train de donner un exposé avec votre enfant dans les bras. Donc déjà, comment avez-vous géré ça ? Oui, c'était lors d'une conférence que je donnais à Louis le Grand, justement à des jeunes lycéennes comme vous. L'objectif, c'était de leur dire que effectivement, on peut s'éclater en faisant des maths.
Effectivement, même dans un lycée comme Louis-le-Grand, qui pourtant, on se dit, ils ont des modèles, etc. Non, on m'a demandé d'intervenir parce que c'est vraiment, même en terminale, au moment des choix, elles peuvent aller vers d'autres disciplines par manque de représentation de ces métiers-là, de ce qu'on y fait, etc. Donc c'est un soir comme ça, j'ai pas de nounou et j'amène mon fils qui a 2 ans et je propose à la Véronique donc de le garder. Il se lève et il monte sur scène et il dit « Maman, je veux les bras ». Oui, la gêne. Là, sur le moment, c'est très gênant parce que, en fait, je me dis ça va être compliqué. Il a 2 ans, il demande à aller aux toilettes souvent, il m'interrompt souvent. Quand je suis en réunion de famille, il intervient sans arrêt parce qu'il veut, il veut être présent, il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on le regarde. Donc sur le moment, comme j'avais dit à l'époque, je me suis retournée, j'ai failli verser une larme, je me suis sentie super seule et j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit là, c'est pas gérable. Et puis en fait, je me retourne et là, comme vous, j'ai plein de filles et elles sont venues pour montrer que c'est faisable. Donc je prends le bébé d'un bras, je prends le micro de l'autre et puis on y va. Et donc il y a cette fameuse photo qui illustre cette question de la vie pro et de la vie perso. Qui fait 4 millions de vues en un week-end et effectivement qui va donner lieu après à la naissance du collectif Elestime. Et finalement, tout s'est hyper bien passé. Léandre, au bout de 30 minutes, il a dit « Maman, c'est bientôt fini ». J'ai dit oui. J'étais là et je témoigne. Il a été super sage. Ah, t'étais là. Mais oui, j'étais là. Oui. Il était vraiment parfait. Je crois que tu voulais compléter ta question. Je voulais finir. Donc de plus, j'aimerais savoir si vous pensez que votre métier aura un impact sur l'orientation de votre fils. C'est une bonne question. Je pense que c'est pas mon métier, mais c'est plutôt ma façon de penser. Et ça, c'est propre à un peu... c'est pas... Je dirais c'est pas déterministe, donc voilà. Mais la façon dont on amène un problème, la façon dont on réfléchit, la façon dont on amène une solution quand on est confronté à un problème au quotidien, en fait, c'est une façon de réfléchir déjà. Et je dirais que c'est plus ça en fait qu'on transmet à nos enfants, c'est la façon de résoudre un problème plutôt que le métier lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça aura peut-être un impact effectivement sur sa façon de réfléchir et de résoudre des problèmes et peut-être du coup effectivement d'identifier quelque chose qui lui plaise ensuite. Du coup, merci. Bonjour, donc moi c'est Mégane et j'aimerais vous demander si en étant lauréate du trophée Femmes du numérique l'année dernière, vous avez eu un impact international dans votre vie professionnelle et que représente ce prix pour vous ? Oui, tout à fait. Donc du coup, je remercie encore l'usine Nouvelle pour ce prix. C'était une très très belle reconnaissance parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais plutôt travailleuse. Je dis tout n'est pas tombé du ciel, voilà. Donc c'était une très belle reconnaissance. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. En fait, j'avais pas forcément confiance en moi. Non, mais c'est vrai, en fait. Tu vois, on est entouré de... Mais c'est bien de le dire, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas l'image que tu projettes. Je veux le dire, mais c'est bien de dire que c'est le cas quand même. Quoi. Donc voilà, petit scoop, ouais, j'ai pas forcément confiance en moi. Et alors, surtout pas dans les dernières années, j'ai pas forcément... Puis, on est toujours entouré de gens brillants, et puis on pense toujours que les autres savent mieux faire, et voilà. Et ça m'a permis de me dire, non, mais en fait, en fait, je peux quand même avoir confiance un peu en moi, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez avoir confiance en vous sans trophée ? C'est ça la question. Donc Nathalie, si tu as des réponses pour m'aider. C'est l'expérience. Ouais, moi, c'est ça qui m'a aidée, en tout cas. C'est que comme beaucoup, j'avais un très, très gros syndrome de l'imposteur. et juste, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il diminue. Il est toujours là, mais il diminue de plus en plus parce que je me rends bien compte que j'avance, que j'accomplis des choses au quotidien. Donc, c'est ça qui m'aide. Il n'y a pas de secret. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça surtout ce que ça m'a apporté, une confiance en moi. Et après, alors l'autre chose que ça m'a apporté, mais ça va un peu avec la photo, c'est la présence aussi sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, à laquelle j'étais pas habituée avant. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, et ça c'est aussi quelque chose que je voudrais vous transmettre aussi, c'est pourquoi je le fais, c'est que ça ouvre des opportunités en fait, et puis je découvre d'autres gens et je découvre d'autres, et moi c'est vraiment pour cet aspect vraiment humain et relationnel que je le fais, et donc en fait le point est aussi, il n'y a jamais de petites opportunités. Je me souviens en fait avant de faire cette fameuse exposition,
qui m'a ensuite fait faire cette photo, qui m'a fait faire Elestine, qui m'a fait faire. Enfin voilà. Mais à la base, ça a commencé par Véronique qui m'a demandé si je voulais intervenir au salon des maths et des jeux pour faire quoi. Tu te souviens du nom? Non. Un exercice un peu particulier de parler des maths, quoi. D'accord. Et j'ai dit oui. Et ça a donné autre chose, qui a donné autre chose, qui a donné autre chose, qui a donné autre chose. Et puis, effectivement, c'est un peu comme les posts sur LinkedIn. C'est jamais facile de s'exposer. On peut penser que, sur LinkedIn, je trouve ça hyper drôle, hyper facile de le faire. Au début, déjà, ça l'est encore moins. Mais en fait, le fait est que ça amène des nouvelles connaissances, ça amène des nouvelles discussions, ça nourrit intellectuellement. Donc moi, si je le fais, c'est parce que ça me nourrit intellectuellement. Tout à fait. Ouais, confronter les idées, tu enrichis ton réseau, tu enrichis les points de vue des gens aussi, le background, la diversité des gens avec qui tu interagis. Donc voilà. Mais ayez confiance en vous et peut-être n'attendez pas les prix. Si vous en avez, tant mieux, mais n'attendez pas forcément les prix pour avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Et on remercie... Vas-y, pardon. J'aimerais vous dire que je vous félicite pour tout ce que vous avez fait et que vous êtes trop mignonne. C'est trop mignon. Merci. C'est gentil. Alors, super. On remercie encore nos chroniqueuses Racha et Mégane. Et on passe aux 2 dernières chroniqueuses, donc Mirza et Fatia. Donc, bonjour, c'est Fatia. Bonjour Fatia. Je vais vous poser 2 questions. Donc, je commence par la première. Comment la science des données peut-elle être impliquée et impactée dans différents domaines tels que la santé, les finances ou le marketing? Alors, la santé. On prend un exemple. La santé aujourd'hui, tu as tes trackers d'activité. Donc, par exemple, une montre connectée, tu en as peut-être une qui te donne un nombre de pas que tu peux faire dans une journée. Et les données en fait, qui sont collectées sur ton style de vie, elles vont permettre à la montre de te proposer des objectifs de pas qui vont être plus adaptés à ton style de vie. Et parce que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des 10 000 pas, c'est difficilement faisable en fait dans une journée. Et quand on met des objectifs de pas qui sont trop loin de ce que tu es en mesure de faire, ça décourage. Donc, du coup, les données qu'on va collecter sur toi, elles vont permettre aux fabricants, par exemple, de savoir quel est ton style de vie, quelle est ta baseline, et de pouvoir essayer de te proposer des objectifs de pas qui vont être plus près de ce que tu fais, tout en te challengeant. Et donc ça, c'est un exemple dans la santé, mais il y en a plein d'autres. C'est la connaissance de finalement qui tu es, qui va permettre de personnaliser soit des recommandations, on peut aller même jusqu'à recommander des traitements, personnaliser des traitements. Donc, c'est vraiment... et puis, ça ne va aller que crescendo. Ça permettra d'avoir une médecine un peu personnalisée. Sur les aspects marketing, j'aime bien... Alors, c'est un peu la R&D, mais aussi... je vais prendre les exemples des voitures. Les voitures, elles ont des flottes de véhicules qui sont connectés. C'est vraiment les premières qui ont fait ça en mode recherche et développement. Les données qui sont collectées, elles vont permettre de comprendre comment les personnes, elles utilisent les voitures, quelles sont les fonctions qu'elles utilisent. Et en fait, du coup, par exemple, ça va pouvoir permettre de presque en live, de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de savoir un peu, tu vois, est-ce que les composants qu'on a mis, ils sont robustes, est-ce qu'il y en a qui tombent plus en panne que d'autres, prioriser ou déprioriser même, donc marketing des fonctions produits, en se disant, tiens, ça marche vachement bien, il l'utilise tout le temps, ou cette fonction qu'on avait mis dans le véhicule, finalement, elle n'est pas très utile, et à la limite, on peut la déprioriser, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça permet, la donnée, là, dans ce cas-là, qu'on collecte, elle permet de développer les futures versions du produit. Comment voyez-vous l'avenir du domaine dans lequel vous travaillez, son impact sur la société et la place des femmes dans le secteur? Si on prend le secteur data science que je connais bien, la question de savoir quel est son impact, oui, je pense qu'il va être grandissant. Évidemment, il va y avoir la question des enjeux légaux, les enjeux éthiques, etc., qui vont toujours être très présents. Mais je pense que ça restera des secteurs qui vont être prometteurs et dans lesquels il y aura des débouchés.
Et sur la question de la place des femmes, pour moi, ce qui est important, c'est que les femmes, elles prennent leur place dans ces métiers-là, mais aussi dans les métiers de la tech plus largement. Voilà, donc ça serait bien qu'un jour vous puissiez discuter aussi avec d'autres types de métiers, ceux qui développent les applications mobiles, ceux qui développent les sites web, fabriquer des composants électroniques. Enfin, c'est des métiers qui doivent être extrêmement passionnants aussi. Donc, il faut que les femmes, elles puissent prendre pleinement leur place dans ces métiers-là. C'est important parce que, en fait, ce que j'aimerais éviter, c'est que les femmes, parce que c'est un des constats que j'ai pu entendre, qu'elles puissent aller ensuite vers des formations bas niveau ou bas de gamme, si on peut dire, limite, presque même, tu sais, un mois, vous prétendez être data scientist, puis qui finalement vont faire des tâches rébarbatives, pas très intéressantes, et finalement, on va se retrouver dans une situation sous-rémunérée. Donc, en fait, il faut que les femmes, elles aillent vers la tech, certes, mais vers des formations de qualité. Est-ce que ça t'est satisfait comme réponse ? Très bien, merci. Alors, je propose qu'on applaudisse encore nos 6 chroniqueuses. Merci beaucoup les filles, c'était des questions très intéressantes. Ok, on va conclure. Donc, c'est le moment des recommandations culturelles. Alors, merci beaucoup Aurélie pour tout ce que tu nous as partagé. Donc aujourd'hui, on va faire les recommandations sous une forme un petit peu particulière, parce qu'en plus de ma traditionnelle recommandation et celle de mon invité du jour, je vous en propose une 3e en bonus qui sera faite par l'autrice elle-même. Donc on commence par les recommandations habituelles. Qu'est-ce que tu souhaites recommander aux lycéennes qui sont présentes ici aujourd'hui et aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ? Alors c'est le livre Homo Deus de Yuval Noah Harari. Donc une brève histoire du futur que j'ai beaucoup apprécié, et je vais vous dire une phrase de ce livre que vraiment j'ai adoré. Nous ne saurions réellement prédire l'avenir parce que la technologie n'est pas déterministe. Certaines de ces possibilités ne vous plaisent pas. Libre à vous de penser et de vous conduire de façon à ce qu'elles ne se matérialisent pas. Et cette phrase, elle est formidable parce qu'en fait, quand on parle objet connecté, quand on parle données, quand on commence à imaginer le futur avec ces sujets-là, on peut aller loin. Et il y a des personnes qui peuvent être très réfractaires et disent « moi, je veux pas de ce monde-là. Non, stop. » OK, parce qu'elles en ont peur. Mais la peur, en fait, si on s'arrête à ça, elle permet pas de s'imaginer ce qu'on pourrait en faire et ce qu'on pourrait en faire de bien. Et il faut des gens comme vous aujourd'hui qui n'aient pas peur, qui puissent imaginer. On parlait de santé tout à l'heure, je pense que c'est hyper important de se poser la question finalement de ces capteurs dans la santé. Enfin, il y a pas de gêne à ça, quoi. Et donc cette phrase, elle dit s'il y a des choses en fait qui ne vous plaisent pas quand vous entendez parler de ces sujets-là, etc. Mais l'avenir, il n'est pas déterministe. Et c'est vous qui allez faire l'avenir de demain. Donc, libre à vous de penser et d'imaginer ce que vous allez faire avec ces technos-là. Voilà. Merci beaucoup. Je mettrai donc les références dans la description de l'épisode comme toujours. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous recommander le livre Matheuses que j'ai ici. Les filles peuvent consulter l'exemplaire. Matheuses, les filles avenir des mathématiques, donc de Clémence Perronnet, Claire Marc et Olga Paris-Romaskevitch. Donc, c'est d'ailleurs un joli clin d'œil que je vous parle de cet ouvrage ici, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce livre, il présente les résultats d'une enquête sociologique qui a été faite lors d'un stage identique à celui que vous faites aujourd'hui, mesdemoiselles. Donc, c'est d'ailleurs ce stage, je l'ai mentionné dans mon intro, qui a donné naissance à toutes les initiatives sœurs dont j'ai parlé précédemment et qui ont lieu maintenant aux 4 coins de la France. Donc, comme c'est expliqué dans l'intro du livre, ce bouquin, c'est la rencontre de 3 univers, celui de la sociologie, celui des mathématiques et celui des femmes. Celui de la sociologie d'abord parce que, comme je disais, donc au fil des pages, on a accès aux propos que les lycéennes ont tenus pendant les stages sur différentes thématiques. Par exemple, l'importance de l'entourage familial dans les choix que l'on fait, ou surtout dans ceux qu'on ne fait pas, pourquoi on ne va pas vers telle ou telle matière, la question de l'inné et de l'acquis en mathématiques, les différences entre les choix de carrière que les filles visent en comparaison avec ceux des garçons, les questions autour de la confiance en soi, beaucoup de thèmes qu'on a abordés en fait aujourd'hui aussi. Et donc les témoignages des filles sont accompagnés d'infographies, de textes complémentaires qui compilent les résultats donc, de plusieurs décennies de recherche sur ces thèmes. Donc c'est extrêmement bien documenté. Et c'est également un livre de mathématiques parce qu'il contient 10 problèmes exploratoires pour s'initier à la recherche. Dans l'esprit de ce que vous faites, mesdemoiselles, là, c'est matinées, donc dans l'esprit de ce qui est proposé aux jeunes filles qui ont la chance de suivre ces stages.
Les solutions sont disponibles à la fin pour ceux qui veulent le livre, pour ne pas être frustrés si vous n'arrivez pas à trouver. Et puis, dernier point, c'est un livre féministe. Donc, féministe parce qu'il donne la parole aux jeunes filles. C'est également un très bel outil. Des fois, on se demande, mais où est-ce que je peux trouver des chiffres pour parler aux gens ? Dans ce livre. Donc, c'est un très bel outil pour militer, pour l'inclusion des femmes. Il centralise vraiment beaucoup de chiffres sur des constats très importants. Il rend accessible un certain nombre de concepts clés dont vous pouvez discuter avec les gens. Il donne plein de ressources si vous voulez aller creuser un peu plus. C'est vraiment très complet. Et à titre personnel, j'ai également été sensible à l'approche intersectionnelle. Elles ont mis un point d'honneur à parler des questions, en plus donc de genre évidemment, d'élitisme, de classisme, de racisme, qui malheureusement sont parfois un peu moins abordées de façon aussi frontale qu'elles le font dans cet ouvrage. Donc voilà, c'est extrêmement complet, passionnant, ça se lit très vite et surtout un point auquel les fidèles auditeurs et auditrices ils seront pas surpris parce qu'ils savent que j'y accorde énormément d'importance, c'est vraiment un bel ouvrage. Il est vraiment beau, les illustrations sont superbes, la mise en page elle est vraiment très bien faite avec des couleurs vives, punchy, enfin c'est vraiment un bel ouvrage. Donc pour le coup, on a un livre avec le fond, la forme. Donc n'hésitez pas, foncez vous en procurer un exemplaire. Ça s'appelle Matheuses, les filles à venir des mathématiques. Et c'est un livre CNRS Éditions. Et donc continuons donc sur notre lancée de superbes livres. Comme je vous l'annonçais aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de Camille Van Belle, journaliste, dessinatrice et autrice de la BD Les Oubliés de la Science. Alors je dois avouer, j'avoue que je ne comprends pas comment c'est possible que je n'ai pas encore lu ta BD. Parce que sur le papier, elle coche toutes les cases de ce que j'aime. J'adore le graphisme de ta couverture. J'ai eu la chance, il y a des exemplaires ici de feuilletés, je confirme. À l'intérieur, c'est pareil. J'adore vraiment le graphisme. Ça parle de science, ça met en valeur des gens qui jusqu'à présent étaient restés dans l'ombre. Donc, ça coche toutes les cases. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour donner envie aux auditeurs et auditrices de la lire ? Oui, bonjour. Du coup, donc, cette BD, ça parle de scientifiques oubliés. Il y a des hommes et des femmes, mais c'est quand même essentiellement des femmes parce que le sexisme, ça reste mon meilleur fournisseur ever de scientifiques oubliés quand même. Alors, il y a des hommes quand même, alors sachant que les raisons sont pas du tout les mêmes. Du coup, pour les hommes, par exemple, pour les raisons d'oubli, j'ai des trucs du style, il procrastinait trop, il a écrit tout son bouquin sur des cartes à jouer, du coup, finalement, il a jamais sorti son bouquin, ou il s'est fait enlever, j'en ai un. Il est tombé dans une secte et il a brûlé ses propres recherches parce qu'une gourou lilloise lui a dit que c'était Satan, j'en ai un aussi. Oui. ouais. Non, c'est des raisons un petit peu plus sympas. Par contre, pour les femmes, c'est moins rigolo. Pour les femmes, c'est vraiment pur sexisme. J'en ai qu'une qui a explosé avec sa gazinière. C'est la seule où c'est pas. Pardon. Non, mais en plus, c'est super important ce qu'elle a fait. Elle s'appelle Hilde Mangold. Elle a découvert un truc important en embryologie. En fait, ce qui décide quand tu as un embryon, comment on décide que les bras ils vont aller là, que les jambes elles vont aller là, tout ça. Elle a découvert ce truc-là. Explosion. Et c'est son patron qui a eu le prix, le Nobel à sa place. Et du coup, ça s'appelle l'organisateur. On peut pas donner un Nobel posthume en fait. Du coup, c'est la seule où c'est pas du sexisme. Et du coup, on l'appelle l'organisateur de Spemann. C'est le nom de cette zone dans l'embryon. Et il y en a qui se mettent à l'appeler l'organisateur Spemann Mangold parce que c'est son nom à elle. Bref. Et du coup, sexisme. Donc, explosion, sexisme. Le reste des personnes, c'est pour du sexisme. Avec pas mal de trucs différents, donc selon l'ancienneté. Alors, je remonte pas au-delà d'une certaine date parce que après, comme je suis pas historienne, moi je suis journaliste scientifique, c'est pas forcément bien cherché au-delà d'une certaine date. Après, ça devient vite de la rumeur. C'est des choses qui vont être compliquées à vérifier. Donc, par exemple, je fais pas le Moyen-Âge. Mais j'en ai à partir du 17-18e, je pense, des femmes. Avant ça, de toute façon, t'as pas le droit de faire les études, donc c'est assez simplement réglé. Donc il y a celles qui n'ont pas le droit de faire des études. Après, il y a celles qui ont le droit d'étudier, mais pas dans les mêmes écoles que les hommes. Quand elles arrivent à être sur les mêmes bancs, elles n'ont pas le droit d'être diplômées. J'en ai quelques-unes comme ça. Tu finis tes études, tranquille et tout, puis en fait, t'as pas ton diplôme. Et après, les étudiants mecs, ils ont manifesté pour surtout pas qu'elles aient leur diplôme. Bref, je vous raconterai ça. Je veux pas spoiler. Je raconterai ça tout à l'heure, plus en détail. Je donne pas les noms pour que vous lisiez la BD. Mais voilà. Et après, quand elles arrivent à avoir des diplômes, donc ça c'est plus tard. Ça dépend des zones géographiques dans le monde, donc je donne pas forcément de date non plus parce que ça dépend des pays. Et après, souvent quand même, elles sont pas payées. Donc quand elles peuvent avoir le diplôme, quand elles peuvent bosser, tout ça, elles sont pas payées. Donc forcément, ça te fait une belle sélection aussi. On parlait de classisme. Toutes celles qui sont pauvres, elles se font écrémer avant parce qu'en fait, tu dois bosser gratos en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé avec leur mari. C'est parce qu'en fait, tu devais bosser gratos. Donc, il faut vraiment le vouloir. Genre, tu fais des sciences, tu bosses dans un labo, juste t'es pas payé, tu vois, c'est pas ton temps libre si tu passes tes journées à ça.
Mais c'est un hobby, clairement. Donc, il faut être prêt, il faut être capable de faire ça. Donc, il faut avoir un mari qui soit d'accord. Et ça, c'est super triste. Mais alors, dans les conditions, il faut que ton mari soit OK avec ce que tu fais. Ça, c'est important. C'est très embêtant, mais c'est le cas pour pas mal d'oubliés. Et donc voilà, il faut bosser gratos. Et après, plus tard, elle commence à être payée. Tout ça, moins que les hommes, bien sûr. Voilà. Les derniers obstacles que j'ai plus tardifs, c'est vraiment des trucs du type plus insidieux, genre comme on s'attend à ce que ce soit toi qui t'occupes plus des enfants, on connaît ce que c'est la répartition homme-femme. Pour ce qui est de s'occuper des enfants, ça ne bouge pas depuis un certain temps, c'est toujours pitoyable, donc c'est toujours les femmes qui s'en occupent en grande majorité. Et statistiquement, je crois, quand les gars s'en occupent, c'est genre, ils donnent le bain, youhou, ou ils jouent avec. Et bah, du coup, en fait, ça a des conséquences en termes de recherche. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de mes oubliées plus tardives, où c'est typiquement, elles sont une super découverte. Leur mari doit changer de lieu de travail. Et en fait, elles le suivent. Parce que sinon, il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant. Donc, voilà. Même maintenant, c'est aussi beaucoup les femmes qui suivent leurs copains en fonction des lieux, quoi. Et bah du coup elles peuvent pas continuer leur recherche et elles se retrouvent à louper un Nobel. Donc ça c'est des trucs un petit peu plus insidieux qu'il y a, qui sont pas tant des affaires personnelles que des affaires politiques finalement, des congés, tout ça, et de qu'est-ce qu'on attend des hommes et des femmes en termes de s'occuper des enfants, quoi. C'est moins des raisons personnelles. Donc j'ai un peu tous ces trucs-là. Et pour les femmes, c'est vrai que j'ai pas des trucs du style trop procrastiner trop ou a fait n'importe quoi quand elle a écrit son article. C'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes que les hommes malgré les apparences. C'est que c'est vraiment parce que en fait elles se font. Si j'en ai une qui par exemple a pas confiance en elle, elle s'est fait écrémer avant. Vu le nombre d'obstacles qu'elles avaient dans l'histoire, en fait tu récupères que la crème de la crème. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir des énormes tronches. J'en ai une, elle a son bac à 14 ans. Je crois que c'est Catherine Johnson, c'est une des calculatrices de la NASA. Je crois que c'est 14 qu'elle a. Vraiment, genre super jeune. Et parce que tu écrèmes celles qui arrivent un peu moins. Alors que sur les gars, on peut avoir des gars avec des problèmes de personnalité, éventuellement des mecs qui n'ont pas le fric, tout ça. Parce que eux, ils ont beaucoup moins d'obstacles. Donc tu peux te retrouver avec des profils comme ça qui vont quand même faire des découvertes. Que pour les femmes, pour arriver jusqu'au stade de la découverte, l'écrémage, il est vraiment très tôt, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas tant de racisés que ça, par exemple. Ils arrivent très tardivement, l'écrémage, il est radical, et t'arrives pas... Il y a vraiment un tamis, quoi, un tamis avec des fils très serrés, qui est plus serré pour les femmes, quoi, clairement. Ok, écoute, merci, mission accomplie, Camille, je pense. En tout cas, moi, tu m'as donné envie de l'acheter dès que je rentre chez moi pour le lire, donc merci Camille. Eh bien, merci mesdemoiselles pour votre écoute, votre participation. Merci Mohamed et Camille pour vos mots. Et enfin, merci Aurélie pour ce partage d'expériences, de connaissances. Il est temps de conclure cette émission. Comme toujours, les auditeurs et les auditrices le savent, avec la traditionnelle question adressée à mon invité du jour. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Donc dans les prochaines étapes, et ce qu'on aimerait faire avec Elsteam, c'est développer cette journée en direction des jeunes collégiennes dans différents départements. Donc on est en discussion avec plusieurs départements en ce moment et on a une V2 de prévue notamment en Franche-Comté parce que c'est un sujet qu'il faut prendre tôt et jeune. Évidemment on sait que c'est une réponse qui n'est pas suffisante pour l'enjeu et on va dire la difficulté du problème, mais c'est une petite pierre qu'on essaie de poser. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup encore à Mohamed pour l'invitation, m'avoir donné l'opportunité d'enregistrer devant vous. Merci mesdemoiselles. Et merci à Mathéo Félix à la technique et auquel vous devez de pouvoir écouter dans des si bonnes conditions ce podcast. Merci. Et voilà qui conclut cette chouette conversation avec Aurélie, enregistrée en compagnie de nos 20 fourmis et de leurs encadrants et encadrantes. Merci à Aurélie de s'être livrée avec autant d'authenticité. Je remercie encore Mohamed Nassiri pour l'organisation de ce superbe événement. J'aurais adoré faire des choses comme ça en étant plus jeune. Je le remercie pour l'opportunité d'avoir pu échanger avec ces brillantes jeunes filles. Une pensée particulière pour mes 6 chroniqueuses du jour, Racha, Meissa, Fatia, Suzanne, Mégane et Myrtsa. Encore bravo pour leur travail et leur implication. Puisque je suis sur la lancée des remerciements, je remercie une dernière fois l'université Paris-Cité, sans qui cette saison 2 n'aurait pas pu se faire.
Cet épisode scelle la fin de notre collaboration, mais c'était vraiment un plaisir d'avoir pu travailler avec eux. Et je suis heureuse de vous annoncer que la prochaine saison sera faite en partenariat avec le laboratoire Jacques Lyons de Sorbonne Université et l'Institut universitaire de France. On la démarre dans quelques semaines avec un nouveau format et j'ai très hâte de vous partager ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, même si vous m'écoutez habituellement par d'autres canaux. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.